Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques mots seulement. Je ne veux absolument pas retarder cet échange entre Pierre Berger... Pardon ? Cette causerie. De Pierre Berger, animée par Frédéric Mitterrand. D'abord, j'observe que Pierre Berger et Frédéric Mitterrand font, si j'ose dire, recette, même si l'accès est gratuit, mais la présence, votre présence, chaude, puissante, impressionne. Je me permets de suggérer aux personnes qui se trouvent au fond d'avancer, non pas qu'il y ait des sièges, mais en tout cas il y a un peu plus de place et un peu plus de respiration si vous consentez à venir devant. Je suis très heureux que Pierre Berger ait accepté de prononcer, j'allais dire quasiment cette conférence inaugurale, même si l'événement consacré au Maroc contemporain a été ouvert déjà voici quelques jours, en particulier par le président de la République, ici même, en présence de la princesse Myriam et de tous les artistes qui participent à l'événement. Ce qui est réjouissant, nous allons évoquer le Maroc, ce qui est réjouissant, c'est de constater que cet événement suscite un engouement que je pressentais, mais que je n'imaginais pas à ce point puissant. L'exposition, c'est l'un des événements, dès le premier jour, a bénéficié de la venue de très nombreux visiteurs, venant de la France entière, du Maroc, d'autres pays, et j'ai le sentiment que, jour après jour, le Maroc, les événements que nous organisons vont provoquer cet enthousiasme. Et ce soir, c'est un moment marquant. Je suis heureux que ce soit Pierre qui, par sa présence, donne à l'événement une grande partie de son sens. Pierre est un ami, mais ce n'est pas une raison suffisante. Pierre, surtout, est un homme d'érudition, de culture, de combat, d'action. Chacun sait ici ce qu'il a entrepris, sa relation avec les artistes, avec les créateurs, en particulier avec Yves Saint-Laurent, son rôle de mécène, sa générosité, son attention à toutes les formes d'art, ici et là dans le monde. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles je lui ai demandé de bien vouloir être ce soir présent, c'est un amoureux du Maroc. Bon, l'œuvre qu'il a accomplie à Marrakech, les jardins majorels restaurés, le musée berbère, d'autres projets en préparation, font de lui l'un des amis les plus fidèles, les plus attentifs, les plus ouverts de ce pays que nous aimons, de ce pays dont nous apprécions l'art, l'histoire et la culture. Et Frédéric est un ami aussi. Il a tant et tant contribué à faire connaître par des émissions de télévision, par des écrits, par sa présence, ce Maroc, pas seulement le Maroc. Parfois les Marocains sont un peu jaloux de la passion qu'il a pour la Tunisie, mais nous n'allons pas opposer deux pays que nous aimons. Et en particulier cette Tunisie qui, dimanche, va voter, et nous espérons de tout notre cœur que la Tunisie va confirmer son choix pour une démocratie laïque. Je vois monsieur l'ambassadeur du Maroc, je ne l'ai pas salué, je lui présente toutes mes salutations et tous mes sentiments de gratitude. J'arrête là. C'est à Frédéric, peut-être, que je donne d'abord la parole, ou à Pierre. Alors, merci. Ils se débrouilleront. Merci. Merci. Merci, cher Président, pour ces paroles que j'ai écoutées avec une certaine inquiétude, parce que je voyais se dérouler toute la conférence, mais avec évidemment gratitude et admiration, comme toujours, devant l'exactitude des compliments et des observations concernant Pierre Berger, avec qui je suis très heureux de pouvoir animer cette causerie, en quelque sorte, d'une heure. Je pense que la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord, cher Pierre, voir un petit film consacré
à ce dont Jack Lang vient de parler, c'est-à-dire à ce musée berbère admirable qui se trouve placé au sein des Jardins Majorelle. On regarde. Dans son discours du 9 mars 2011, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a évoqué la pluralité de l'identité marocaine, unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l'amazirité, ou berbérité, patrimoine commun de tous les Marocains. C'est dans ce contexte de reconnaissance de la berbérité du Maroc, réaffirmé dans le préambule de la nouvelle constitution du Royaume, adoptée en 2011, que la Fondation Jardin Majorelle a officiellement inauguré le musée berbère le 3 décembre de cette même année. Installé dans l'atelier conçu par l'architecte Paul Sinoir en 1931 pour le peintre français Jacques Majorelle, la collection réunie par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent y est présentée au public. Du Rif au Sahara, plus de 600 objets attestent de la richesse et de la diversité d'une culture berbère toujours vivante. Les Imazirènes, au singulier Amazir ou berbères, sont les habitants les plus anciens de l'Afrique du Nord. Objets de mythes, de légendes et d'histoires, leur origine remonte aux proto-méditerranéens d'il y a plus de 9000 ans. Ce qui fait leur unité, c'est avant tout leur langue et leur diversité culturelle qu'ils ont entretenue à l'image de leur terre, à la fois africaine et méditerranéenne. En contact avec les peuples de la Méditerranée, les Berbères créent des royaumes auxquels échappe souvent un large territoire où s'organisent parallèlement des communautés tribales puissantes, démocratiques et belliqueuses. Ces deux aspects de l'organisation sociopolitique ont marqué l'histoire récente du Maroc. À l'inverse des royaumes antiques, païens et méditerranéens, et des premières principautés hétérodoxes, les empires berbères sont musulmans et continentaux. Le judaïsme se maintient et l'islam sunnite, majoritaire, prend progressivement une coloration berbère avec ses confréries, ses aouïas, ses marabouts et ses rites. La culture berbère trouve ses origines dans la lointaine proto-histoire du Maroc. Elle se révèle dans le lien indéfectible à la terre, le sens de la communauté, le rapport au sacré, la commensalité et l'hospitalité. Elle accueillera diverses influences qui forgeront son visage d'aujourd'hui, qu'elles soient méditerranéennes, africaines, orientales, européennes ou internationales. Véritable creuset de l'histoire et de la culture du pays, la langue berbère, langue afro-asiatique, a survécu à bien des langues antiques comme le grec, le phénicien, le latin ou l'égyptien. Autrefois écrite, elle est aujourd'hui essentiellement de tradition orale et encore parlée par une bonne partie des Marocains. La reconnaissance récente de la berbérité du pays semble augurer de la volonté de sa préservation pour les générations futures, y compris son alphabet dit tifinagh, plusieurs fois millénaire. La présentation de la collection du musée berbère de Marrakech s'articule autour de 4 thèmes et espaces distincts. Une première salle présente l'histoire et la géographie des Berbères, ainsi qu'une cartographie des tribus les plus significatives du Maroc. Une femme berbère, peinte par Jacques Majorelle en 1921 à Marrakech, rappelle les liens étroits qui l'unissaient à ce peuple, dont il a largement diffusé l'imagerie à travers son œuvre. Le deuxième espace est consacré aux savoir-faire matériels et immatériels qui transforment divers matériaux en objets et ustensiles usuels ou cérémoniaux. La variété des réalisations artisanales s'exprime dans le travail du bois, du cuir, de la poterie et de la vannerie. Dans les objets domestiques du quotidien ou de fête, comme dans les objets rituels, les décors géométriques dominants sont parfois associés à des représentations anthropomorphiques. La troisième salle, réservée aux parures, présente une collection de bijoux illustrant les croyances et les savoirs accumulés depuis des millénaires. Les parures sont l'expression de l'identité tribale et du statut social de la femme qui les porte. Elles sont aussi une forme d'épargne disponible selon les aléas économiques d'une société paysanne. Elles ont en commun d'être réalisées par de remarquables artisans bijoutiers, souvent itinérants. Les colliers sont composés par les femmes qui associent, selon un mode propre à leur région, ambre, corail, amazonite et éléments d'argent. Autant de matériaux et de formes symboliques aux vertus prophylactiques. Le dernier espace est dévolu à l'apparat berbère que donnent à voir les costumes, les armes, les tissages, les portes décorées des demeures. Dans tout le Maroc, les groupes berbères, sédentaires ou nomades, manifestent un goût très affirmé pour l'apparat. Vêtements, parures et accessoires attestent de leur identité et créent leur habit de fête dont la variété s'expose lors de grands rassemblements. Depuis son ouverture fin 2011, le musée a accueilli plus de 180 000 visiteurs, principalement européens et marocains, mais provenant aussi du monde entier. Chaque année, le musée berbère organise un colloque qui réunit chercheurs et spécialistes afin de débattre des enjeux contemporains de l'identité et du patrimoine berbère au Maroc, comme à l'étranger.
Cette année, le colloque du musée Berbère était placé sous le patronage de l'UNESCO. Intitulé « Savoir et savoir-faire à Mazir, disparition ou adaptation », il était inscrit dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence générale de l'organisation en octobre 2003. Les actes du colloque, ou cahiers du musée Berbère, publiés à la fois en anglais mais aussi dans la langue d'origine dans laquelle ils sont rédigés, sont largement diffusés auprès de musées et d'institutions internationales. En 2014, le colloque se tiendra à l'Institut du monde arabe, à Paris, parallèlement à l'exposition Femmes berbères du Maroc, organisée par la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, à Paris du 17 mars au 27 juillet 2014. C'est ainsi que le musée Berbère, institution permanente, sans but lucratif, souhaite, comme le définit le Conseil international des musées, l'ICOM, dont il est membre depuis 2013, se mettre au service de la société et de son développement, acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Je crois qu'on peut applaudir parce que c'est vraiment formidable. Bonsoir Pierre. Bonsoir Frédéric. Alors cher Pierre, je suis très content qu'on ait commencé par ce film parce qu'il permet tout de suite d'évoquer effectivement la relation que vous avez avec le Maroc. J'ai eu l'occasion de visiter ce musée berbère. Vous l'avez inauguré. Qui est une splendeur. Je l'ai inauguré, avouons-le. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur et qui va évidemment avec la restauration des jardins majorels que vous avez entreprise il y a déjà de longues années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. D'abord, je veux remercier Jacques Lang et dire un mot de nous accueillir, mais de nous accueillir dans le cadre du colloque berbère qui aura lieu en mai prochain, ici, dans cette même salle. Voilà. Et je vous remercie. Et je trouve très important que le musée berbère de Marrakech puisse organiser un colloque dans les locaux de Lima. Merci. Oui, Yves et moi, nous sommes arrivés au Maroc en 1966. Nous y étions venus passer des vacances. Et 15 ou un mois après, nous sommes repartis avec un contrat d'achat d'une maison dans la poche. Depuis, le Maroc est une nation, un pays qui nous tient très à cœur. J'ai l'habitude de dire que c'est mon deuxième pays. Les cendres d'Yves Saint-Laurent sont dispersées dans ce pays et les miennes le seront également. Ça veut dire que le Maroc, c'est pas simplement un endroit qui nous plaît, touristique, dans lequel on aime aller. Ça fait partie entièrement de notre vie. Et le jardin Majorel que nous avons découvert en 67, comme ça, était un endroit que Jacques Majorel avait fait et avait fait visiter depuis 1957 ou 58, et il était mort en 61. Et ce jardin était très à l'abandon, mais avait beaucoup de charme. C'est pour ça qu'on y allait presque tous les jours. Et un jour, à la fin des années 70, nous avons appris que ce jardin allait être vendu à des promoteurs qui allaient installer là une piscine, un hôtel et des bungalows. Et j'ai tout fait pour empêcher cela. Et j'y suis parvenu. Et nous avons acheté le jardin Majorel. À cette époque, le jardin Majorel était menacé de disparition parce qu'il était en très mauvais état. Et peut-être avait-il quelques visiteurs par jour, mais pas plus. Aujourd'hui, beaucoup grâce à un ami, paysagiste, jardinier de réputation internationale, Madison Cox, que vous connaissez, ce jardin est devenu un endroit formidable. Et nous allons accueillir cette année
800 000 visiteurs, ce qui est énorme dans une propriété privée. 800 000 visiteurs. Et l'idée, après, du musée berbère nous est venue. D'abord, on avait installé un musée islamique, d'art islamique, mais devant l'engouement des musées islamiques dans les pays du Golfe, et qui achètent tout, et à des prix très élevés, j'ai trouvé qu'il fallait probablement prendre une autre direction. Et cette direction m'a été indiquée lorsque, un jour, une femme qui était antiquaire au Maroc et qui avait collectionné toute sa vie l'art berbère est venue me proposer d'acheter une collection. Yves et moi, on avait déjà, bien sûr, une collection d'art berbère, mais pas aussi importante. Et j'ai compris en une seconde, monsieur l'ambassadeur, j'ai compris en une seconde que ce geste était aussi un geste politique. Et c'est ce que j'ai voulu faire. D'une manière concomitante, Sa Majesté le Roi a décidé de reconnaître la langue berbère, les Amazighen, comme il est dit, mais ça s'est fait en même temps. Je ne sais pas qui a influencé l'autre. En tout cas, ce musée, vous l'avez inauguré en même temps que le ministre de la Culture du Maroc, et sous la bénédiction, puisque, comme vous savez, il m'a écrit une lettre d'encouragement du roi Mohamed. Voilà. Pierre Berger, je voudrais qu'on creuse encore un tout petit peu cette relation faite de générosité, de mécénat et d'attention aux autres qui vous caractérise, qui explique que c'est pour moi un honneur d'être avec vous ce soir et qui s'est manifesté en particulier au Maroc. Car il n'y a pas que ce jardin Majorelle et ce musée berbère magnifique, il y a aussi l'intervention que vous avez faite à Tanger auprès de la librairie célèbre des Colonnes. Il y a aussi l'aide que vous apportez à la cinémathèque de Tanger de Ito Borada. Et par là même, on constate une fois de plus que votre relation au Maroc n'est pas celle de certains Français favorisés par la fortune qui ne s'intéressent au fond pas tant que ça au pays, mais qu'elle est celle d'un homme qui est profondément enraciné dans la culture du pays et qui s'intéresse à toutes les formes contemporaines d'expression. Frédéric, vous me gênez un peu là. Que voulez-vous que je vous dise? Ça va continuer, vous savez. Que voulez-vous que je vous dise? C'est vrai, la librairie et la cinémathèque. Oui, bien entendu. Cette librairie qui est une librairie historique qui s'appelle la librairie des Colonnes et qui elle aussi allait complètement disparaître. Mais je ne l'ai acheté que parce que il est là, caché, il est là. Que parce qu'elle avait un directeur français, jeune, passionné de librairie, passionné par les livres, qui était là. Sans ça, je ne suis pas sûr que je me serais engagé dans cette librairie. Donc je l'ai fait. Et en effet, j'ai sauvé cette librairie. Mais ce sont des choses... Vous me parlez de la cinémathèque. Je suis beaucoup moins responsable de la cinémathèque. C'est une artiste internationale, tangéroise, qui s'appelle Ito Barada, qui a créé cette cinémathèque. Et elle a fait un travail merveilleux. Cinémathèque à Tanger, où on passe des films des plus grands cinéastes du monde. C'est inouï. Mais bon, elle avait eu besoin d'aide et votre question me trouble, me gêne un peu, parce que je pense que dans la vie, il ne faut pas se payer de paroles. C'est facile, les paroles. Mais je n'y crois pas. Et puisque vous parlez de mécénat, je suis content de toutes les formes de mécénat. On va y revenir. Toutes les formes de mécénat. Tant mieux s'ils existent, si ça permet soit à des artistes, soit peu importe, d'exister. Mais moi, je ne fais pas de mécénat pour avoir des retombées médiatiques. La seule que j'ai, c'est notre conversation ce soir. Je fais parce que j'aime ce pays, parce que j'aime les lieux, parce que j'aime les endroits,
et que j'estime que si on peut faire les choses, il faut les faire. Alors je voudrais qu'on parle de l'écrivain Pierre Berger, parce que le grand public vous connaît pour beaucoup de réussites remarquables. Je ne suis pas sûr qu'il ait conscience du fait que vous êtes au premier chef un écrivain, Pierre Berger. Et là, je vais lire juste un extrait d'une lettre adressée par Jean Giono à Gaston Gallimard le 14 décembre 1950. Cher ami, Jean Giono à Gaston Gallimard, un jeune écrivain de grand talent et pour lequel j'ai la plus vive estime, Pierre Berger, est en train d'écrire un livre sur moi-même. Il est ici chez moi depuis 1 mois. Je lui ai confié, car il a à sa disposition, les volumes de mon journal depuis 17 ans, ma correspondance, les textes de 7 à 8 romans inédits, parce que insuffisants à mon avis, mes brouillons de travail, et en plus, la connaissance quotidienne de mes façons de travail. Une lettre de Jean Giono à Gaston Gallimard quand vous aviez encore uniquement 20 ans. C'est quand même quelque chose qui me frappe énormément et qui montre que l'amour de l'écriture et l'amour des livres fut certainement un de vos premiers moteurs. Vous m'avez confié que vous avez écrit votre première lettre à Jean Giono à 14 ans. J'essaye d'imaginer l'adolescent de 14 ans qui écrit à Jean Giono. Pourquoi Jean Giono d'abord ? Parce que je l'aimais. J'imagine. Et puis parce qu'il m'a répondu. C'était l'époque où les écrivains répondaient quand vous leur écriviez. Ça a beaucoup changé depuis. D'ailleurs, ouvre-t-il les lettres ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc j'aimais 14 ans, pourquoi ? Parce que déjà j'aimais la presse. Ça s'est vérifié depuis. J'avais créé dans le lycée où j'étais, à La Rochelle, mais c'est pas original, beaucoup de gens l'ont fait, un journal comme ça de lycéens, et j'ai eu l'idée de demander à Giono de me donner un papier, qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvés plus tard. Voilà. L'amour de l'écrit. Cet amour de l'écrit, vous le vivez d'une manière extraordinairement intense quand vous vous retrouvez à Paris à 18 ans, que vous devenez le bac en poche, courtier en livres, vous veniez de la Charente, et là, en quelques années, vous connaissez Macorlan, Breton, Macorlan dont vous êtes d'ailleurs en quelque sorte le gardien moral de son œuvre. Le détenteur du droit moral. Voilà. Et puis, vous rencontrez bien évidemment Jean Cocteau. Comment est-ce que le garçon de 18 ans est parvenu à intéresser toutes ces renommées totalement établies ? Vous forciez les portes ? Comment vous faisiez ? Non. Et vous me croirez peut-être pas si je vous dis que j'étais timide. Mais oui, c'est vrai. Mais vous êtes timide, je sais ça. Merci. Donc, j'ai jamais forcé de porte. Et la chance m'a souri. J'ai rencontré des gens, pas seulement des écrivains, comme vous savez très bien, dont j'ai été proche. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Macorlan, Carco, Anouilh, Monterland, ce sont des gens que j'ai rencontrés. Et Cocteau ? Ah, mais Cocteau, c'est quelques années après. Mais Cocteau, c'est une longue histoire. On va en reparler dans quelques instants. Durant cette période de la fin de l'adolescence, vous êtes sans doute dans la lignée d'un texte de Giono qui vous avait beaucoup frappé, qui est Refus d'obéissance, qui est paru avant la guerre. Vous êtes très activiste, pacifiste. Oui. Il faut bien se dire qu'on est en 48, juste après la guerre. Oui. Et là, c'est peut-être pour ça. Voilà, c'est pour ça, bien sûr. Mais enfin, tous les jeunes gens de 18 ans à 20 ans ne faisaient pas cela à l'époque. Vous le faites. Non seulement vous connaissez Macorlan, mais vous liez aussi vos intérêts, vos attachements à un personnage un peu oublié aujourd'hui, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui a eu à cette époque un retentissement considérable, qui était le pacifiste Gary Davis. Et c'était un engagement quand même assez... c'était un engagement militant. Oui,
Mais moi, je suis un militant. Oui. Vous devez le savoir. Donc, c'était un engagement militant. Oui, j'étais profondément pacifiste. On sortait d'une guerre. Et j'avais vraiment pas envie qu'on retombe dans une autre. Mais sur le pacifisme, on pourrait dire beaucoup de choses. Et je voudrais pas parler sous le contrôle de mon ami Louis Gauthier, parce que je ne pense pas qu'on ait tout à fait la même conception du pacifisme. Moi, vous savez, j'étais très jeune, mais même en étant très jeune, je me souviens de Munich. Je me souviens de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est de bon ton d'être contre Munich. Mais les gens ne se rendent pas compte que la guerre venait de finir, la grande guerre venait de finir, 20 ans précisément, 20 ans au préalable, et que personne ne voulait d'une guerre, et que tout le monde était prêt à tout. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est très facile de dire que Munich a été un exemple de lâcheté absolue, que Daladier, en venant au Bourget acclamé, a dit « il est con ». Tout ça, c'est très facile. Mais il faudrait parfois réécrire l'histoire avec une autre manière de voir les choses. Alors, le jeune homme qui avait été frappé par refus d'obéissance, qui ne voulait pas faire son service militaire, était aussi, et ça c'est encore quelque chose qui était rare à l'époque, était aussi anticolonialiste. C'était le jeune homme qui avait lu les livres de cette journaliste absolument remarquable, dont Pierre Herbart parle dans ses livres, qui était André Violis. Et ça a compté beaucoup pour vous aussi. Oui, qui avait écrit un livre merveilleux, entre autres, mais qui s'appelait Indochine SOS. Oui. Et qui montrait la manière dont les Français se sont comportés. Oui, j'étais anticolonialiste, je le suis toujours. Ça va nous amener au Maroc. Ça va nous y amener, je le suis toujours. J'étais évidemment un militant contre la guerre d'Algérie. Et si ça nous amène au Maroc, parce que s'il y a un pays qui nous lave un peu de la colonisation, c'est le Maroc. C'est le Maroc à cause de Lyautey. Parce que Lyautey était un homme exceptionnel, Lyautey a respecté la culture du Maroc, Lyautey a respecté la religion des Marocains. C'est Lyautey qui a interdit que les non-musulmans pénètrent dans des mosquées, qui n'étaient pas des lieux de tourisme. C'est Lyautey qui, à peine arrivé comme résident général au Maroc, a fait relever des plans des villes, les maisons marocaines. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que malgré parfois quelques frictions, les relations entre le Maroc et la France sont des relations très, très, très solides. Alors je continue quand même sur l'idée de l'écrivain, parce que en vérité, je vous vois faire, avec une écriture tout à fait remarquable, le portrait d'un autre homme qui, comme vous, était un écrivain et qui, comme vous, a été saisi par le démon, en quelque sorte, démon bénéfique de l'action. Et au fond, je vois là comme une sorte de parallèle qui m'apparaît évident. Ce Charentais, élevé dans le culte de la lenteur et de la largeur, sut quitter les berges rassurantes de son enfance pour se lancer dans la grande mêlée tumultueuse de son temps et accompagner cette formidable accélération de l'histoire qui a, depuis 1981, plus transformé notre pays et nos horizons que les 100 dernières années. Cet homme, surgi du tréfonds d'un passé immobile, fut l'accoucheur de l'avenir et l'artisan d'un singulier grand écart que seuls des esprits bornés peuvent réduire à ses incartades et à ses virevoltes. Alors là, je vais vous gêner un petit peu parce que en vérité, en lisant ce portrait que vous faites de François Mitterrand, absolument remarquable, dans Inventaire Mitterrand, un autre livre de vous, eh bien, j'ai eu l'impression aussi de lire en quelque sorte un autoportrait. Et je ne suis pas du tout sûr que vous l'ayez écrit en pensant à cela. Mais moi, ça m'a frappé en le lisant et je pense que nos auditeurs en sont frappés également. Au fond, vous êtes un peu comme François Mitterrand. Vous êtes un écrivain saisi par l'action. Je ne veux pas te flatter la comparaison avec Mitterrand. Je peux évidemment même pas l'envisager. Alors, il y a des points de contact, de rapport. Oui. Nous sommes charentais, oui, tous les deux. Nous sommes nés tous les deux sous le signe du Scorpion. Oui, sauf que Mitterrand préférait les auteurs de droite.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'auteurs de droite et d'auteurs de gauche. Voilà. Mais je pense, vous savez, Mitterrand n'était pas dupe. Alors là, vous le savez très bien, et moi j'ai parlé souvent d'écriture avec Mitterrand. C'est vrai qu'il aimait Chardin, moi aussi. Mais je savais comme lui, et très bien, que Chardin est un auteur du second rayon. Vous savez, il ne se trompait pas beaucoup sur des auteurs du premier rayon. Mais vous avez raison, j'en suis convaincu, s'il avait eu le choix, il aurait préféré être écrivain. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'agitateur libertaire. Alors je prends ce terme sous ma gouverne. Je ne sais pas si vous le reprendriez, mais pour moi, allons voir. Je trouve que agitateur libertaire, quelque chose qui vous convient très bien. Durant toutes ces années où vous êtes si proche de Giono, au point d'être devenu, en quelque sorte, vous êtes aussi son légataire moral. Non, pas du tout. Non, je suis très proche. Voilà. Très proche de la famille de Giono, à savoir aujourd'hui de Sylvie Giono. Je suis président du prix Jean Giono et bien entendu, je suis très attentif à tout ce qui se passe. Et Sylvie a souvent la gentillesse de venir me consulter pour une chose ou pour une autre. Alors, durant les années que vous passez auprès de Giono, vraiment dans l'intimité de cet homme admirable, toujours très jeune, ce sont aussi les années où vous partagez l'existence de Bernard Buffet. Absolument. Et ça, c'est une page magnifique, parce que il faut regarder les photos de Bernard Buffet à cette époque, de voir aussi ce qu'il peignait, de voir l'importance qu'il a eue à cet instant dans l'art français. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez déjà au contact de personnages extraordinaires et qui allait compter pour toujours, en quelque sorte? Oui, je me rendais bien compte. Bien sûr, je savais qui était Giono, c'est pour ça que je lui avais écrit. Ça, vous le saviez. Et Bernard Buffet? Et Bernard Buffet aussi. Je savais pas que ça finirait pas très bien, mais je savais qui il était. Bien sûr, j'avais conscience de ça. Vous savez, Giono, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai habité chez lui, enfin dans une petite maison qu'il avait, et le matin à 11h, j'arrivais dans son bureau, et il avait écrit ces 2 pages. Je dis ces 2 pages parce qu'il n'écrivait que 2 pages par jour. Et à la fin de 2 pages, il s'arrêtait. Et il me les lisait, ces 2 pages. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'était une bonne fournée. C'était le hussard sur le toit. Et ça, je n'oublierai jamais, évidemment, Giono me lisant le hussard sur le toit. Et je n'oublierai pas quand il m'a lu la lettre que la mère d'Angelo adresse à son fils, une lettre superbe. Il s'est arrêté, après il a dit « Ah, c'est pas mal ça ». Est-ce que Bernard Buffet vous montrait ces tableaux avec la même empathie, ou est-ce que c'était un domaine dans lequel vous n'osiez pas, ou il ne vous laissait pas pénétrer? Non. J'ai vécu avec 2 créateurs différents, et j'ai toujours eu, et chez l'un et chez l'autre, libre accès à leur travail. Mais, aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, je ne me serais jamais permis d'intervenir. Il faut savoir distance garder, quand même. En 1958, je crois que je ne me trompe pas sur la date, en 1958, vous rencontrez Yves Saint-Laurent. Oui. Et vous le rencontrez à l'occasion de sa première collection? Je le rencontre à l'occasion de sa première collection. Il avait succédé à Christian Dior, à l'époque dans un tatama médiatique incroyable. Je ne connaissais rien à la mode. Et je lui ai dit, comme tout le monde, bravo, c'était très bien. Quelques jours de là, je l'ai rencontré. Mais je dis toujours que ce jour-là, Yves Saint-Laurent a rencontré la gloire et Pierre Berger. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile à porter. Vous rappelez dans un de vos textes le mot de Madame de Staël, selon lequel la gloire... Et le deuil éclatant du bonheur. Le deuil éclatant du bonheur. C'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai, j'ai vu ça souvent, même chez Giono. Giono, il vivait comme un ascète, il vivait à Manosque, il s'était retiré de tout.
savez, je pense toujours, moi, que les créateurs, d'une certaine manière, sont des martyrs. C'est ce que je crois. On peut dire ça de Flaubert, on peut dire ça de Genet, on peut dire ça de Céline. Flaubert vous accompagne toujours, hein? Ben oui. Hein? J'y peux rien, Frédéric. J'y peux rien. Mais moi, je suis excessif, vous savez, et de mauvaise foi. Mais j'assume. Et pour moi, je dis toujours que Flaubert est le plus grand écrivain, toutes langues confondues. Vous étiez croisé déjà avec Yves Saint-Laurent, notamment autour de la tombe de Christian Dior. Et là, on est toujours dans le sud, on est toujours entre Manosque, le Var. Et vous, il y a une photo qui doit bien être quelque part, où vous êtes l'un et l'autre, sans vous connaître encore, penchés des deux côtés de la tombe de Christian Dior. On aimerait beaucoup avoir cette photo parce qu'elle a une force symbolique. Elle est dans Match, cette photo. Et c'est Roger Théron, qui vivait et qui était directeur de Match, qui m'a montré cette photo. Je regrette de ne pas l'avoir. Actuellement, 2 films retracent, avec un grand succès auprès du public, tout ce qui est devenu un élément légendaire de notre époque, c'est-à-dire votre collaboration intime, la construction de ce que vous avez fait, et le fait que ces films obtiennent l'un et l'autre, avec les jugements divers que l'on peut porter sur eux, un grand succès, est révélateur de l'extraordinaire impact qu'a eu Yves Saint-Laurent sur le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Lorsque vous êtes allé lui dire, à l'hôpital où il était, après avoir été chassé d'une manière assez honteuse de la maison où il travaillait, lorsque vous êtes allé lui dire, eh bien nous allons monter ensemble la maison de couture que tu veux monter, est-ce que vous aviez à ce moment-là conscience que vous traversiez le Rubicon, que vous jetiez brûliez vos chevaux? C'est pas exactement ça, Frédéric. Je suis allé lui dire que la maison Christian Dior avait décidé de se séparer de lui. Et c'est lui qui m'a dit, eh ben, il ne reste qu'une chose à faire, c'est monter une maison de couture et tu la dirigeras. Et oui, j'ai compris en une seconde que c'était vrai, que ça pouvait se faire. Et je lui ai dit, mais naturellement. J'ai dit naturellement, mais quand je suis descendu dans la cour de Val-de-Grâce, j'ai mesuré l'imprudence peut-être de mes paroles. J'ai mesuré ce que ça allait être de monter une maison de couture, moi qui n'avais... Vous n'y connaissiez rien. Ah mais je connaissais rien, pas seulement à la mode, je connaissais rien aux affaires. Donc je me disais... Il était courtier en livres quand même. Oui, ça je savais. Mais vous savez, je me suis dit très vite que je connais tellement de gens qui font des affaires et qui les font pas mal, qui ont le syndrome de l'attaché-caisse et qui prennent des avions tôt le matin, qu'après tout, et qui m'épataient pas beaucoup, qu'après tout, ça ne devait pas être si difficile de faire des affaires. Pierre Berger, est-ce que c'est une question idiote que je vais vous poser? Sûrement pas. Mais peut-être que la réponse, en revanche, je suis sûr, m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est très difficile d'être l'autre? Parfois, c'est difficile d'être l'autre, mais cette question peut se renverser aussi. Est-ce que c'est très facile d'être l'autre ou l'un? C'est pas facile. D'abord, les couples, c'est jamais facile. Je n'apprends ça à personne dans cette salle. Donc, c'est pas facile, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire d'Yves, c'était vrai. Il avait 20 et quelques années. Ben, on l'a suivi. Quand je dis, c'est un nom collectif de tous ces gens qui ont travaillé formidablement à ses côtés. Et il nous a menés, comme un général d'empire, de victoire en victoire. Alors quand vous vivez ça, quand vous voyez ça, oui, c'est assez facile d'être un autre. Et cependant,
on sait que la personnalité, le caractère, la puissance d'Yves Saint-Laurent s'inscrivait aussi sur un chemin qui était quand même parsemé de douleurs. Et ces douleurs, vous les avez ressenties et partagées. Oui, je les ai ressenties, partagées, et puis j'ai eu les miennes. Et celles-là, elles ne peuvent pas se partager. Vous savez, vous venez faire allusion à 2 films qui abondamment traitent des difficultés qu'a rencontrées Yves Saint-Laurent dans son travail et dans sa vie. Et il a cru pouvoir échapper à ces difficultés ou dominer ces difficultés avec ce qu'on appelle des faux amis. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son discours, dans son allocution de départ, quand il décide de quitter son métier. Et il dit « J'ai connu les faux amis que sont la drogue et l'alcool ». Il dit des choses très belles à ce moment-là. Et là, quand vous êtes l'autre, et que vous regardez quelqu'un qui est important pour vous, et que vous le voyez s'écrouler et fondre, et peut-être risquer le plus gros, peut-être sa vie. C'est pas rigolo tous les jours, c'est certain, Frédéric. Mais moi, j'ai toujours cru que ça faisait partie de la vie, que rien n'était honteux. La vie, tout fait partie de la vie. C'est pour ça que quand on me demande si je suis choqué par telle ou telle chose, dit dans tel ou tel film, ou ailleurs, non, je ne suis pas choqué. L'homme d'affaires, Pierre Berger, vous n'aviez pas d'habitude ? Oui. Vous avez été un homme d'affaires à la fois redouté et généreux. Redouté parce qu'on avait peur de vous, il faut bien le reconnaître, et généreux parce que tous ceux qui ont croisé votre chemin s'en sont félicités ensuite, sur tous les plans d'ailleurs, même même sur le plan matériel. Redouté et généreux, ça vous va ? Ça va si vous voulez, mais on parle des affaires une seconde. Oui. Vous savez, ça m'a jamais passionné les affaires. Donc j'avais un principe, c'est qu'il fallait les faire vite et bien. Vite parce que c'est ennuyeux, et bien parce qu'autrement il faut les recommencer. Donc c'était ça, moi, ma recette. Il fallait faire vite et bien. 25 mars 2009. J'ai beau feindre de vivre comme si rien ne s'était passé, comme si j'allais te parler au téléphone, comme nous l'avons fait toute notre vie, comme si tu allais pousser la porte de mon bureau, avec prudence, comme chaque fois, pour t'assurer qu'il n'y aurait pas d'importun. Il n'y a rien à faire. Je bute toujours sur ton absence. Elle m'assaille n'importe où, n'importe quand. Tu étais omniprésent et tu l'es resté. Crois-moi, cette vente et cette affaire Warhol n'ont rien arrangé. Je ne te parle pas d'une absence métaphysique, mais au contraire d'une absence physique. Absence présente, comme un oxymoron. Je sais que tu me comprends, toi qui t'es éloigné si souvent de la vie, qui as pris tant de distance avec la réalité. N'est-ce pas un jeu de ta part ? On peut se le demander. Chacune de tes collections ne prouvait-elle pas au contraire que ton regard sur le monde ne s'était pas dissipé, que tu avais tout vu, tout compris. Derrière tes lunettes de myope, tu cachais la vérité, mais nous deux, nous avions nos secrets pour la faire jaillir. Voilà un extrait de Lettre à Yves, Pierre Berger. Je voudrais qu'on parle du collectionneur et du mécène et qu'on y revienne un petit peu. Ce qui est très très frappant et que l'on a constaté lors de cette fabuleuse vente qui s'est déroulée et pour laquelle d'ailleurs une grande partie des fonds récoltés ont servi à la recherche pour le sida et à la défense des malades en quelque sorte. Ce qui est très frappant, c'est que vous aviez un même goût tous les deux et que c'était un goût original.
Vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Oui, mais c'est difficile de s'exprimer là-dessus. Vous savez, on a collectionné à cet art parce que on avait un goût et une exigence. Et tant qu'on n'a pas eu d'argent, vraiment, ce qui s'appelle un peu d'argent pour acheter des vraies choses, nous ne les avons pas achetées. Nous avions des murs vides. Mais on était très bien avec des murs vides. Et puis a commencé cette admirable aventure de l'art déco, que quelques-uns probablement ont vécu ici. On avait l'impression d'être des chercheurs d'or. On allait ici ou là, on passait des week-ends à fouiller, à fouiner, à chiner, à chercher. Et ça, c'était merveilleux. Puis c'était la grande Vente Doucet qui a remis en lumière, par son importance et par son retentissement, cette admirable période de l'art déco qui maintenant est installée au plus haut niveau. Et on a commencé à acheter. Lentement. La première chose qu'on ait achetée, je regarde Alain Tarika, qui est là, c'était la sculpture de Brancusi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas acheté, je ne veux pas citer de nom, mais c'était Brancusi. Et tout a été comme ça. Et on était un peu boulimique. Et puis vous savez, n'oubliez pas que les collections, les objets, c'est les enfants des homosexuels. Je reste muet. Devant tous ces enfants qui ont été vendus, quand même, vous les avez vendus. Oui. Vous êtes un père monstrueux. 733. 700 enfants. 33. 733. Vous êtes comme ce monsieur qui s'est aperçu qu'il avait 700 enfants parce qu'il était allé dans une clinique spéciale. Mais alors, une question que je me suis... Une question peut-être pas très maligne non plus, mais vendre une telle collection, c'est oui. un acte qui a un sens très très profond. Ah ben oui. Ah ben oui. D'abord, il faut que je vous dise, je devais la vendre parce que dans son testament, Yves avait légué une partie de cette collection à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Donc, la Fondation avait besoin d'argent, donc il fallait de toute façon un peu vendre, mais on aurait pu faire autrement, je suis de votre avis, et pas tout vendre, évidemment. Mais moi, ça ne m'intéressait plus de collectionner. Tout ce que j'avais fait, je l'avais fait avec Yves. C'était une espèce d'aventure de faire une collection. Mais on ne s'est pas dit tout de suite qu'on faisait une collection. On a laissé simplement parler nos envies, nos goûts, et on a constitué. Un jour, on s'est rendu compte qu'on avait une collection. Mais plusieurs années après. À partir de là, ça ne m'intéressait plus beaucoup. Et puis, il faut savoir séparer les choses. Et puis, je n'ai pas pris la citation des Goncourt, c'est dommage, qui disent qu'il faut éviter la froide indifférence des visiteurs dans les musées et que tout ça doit se passer en vente. Et les Goncourt avaient raison, et c'est ce que j'ai voulu faire. Ce qui m'a permis de donner de l'argent à la Fondation, de créer un fonds sur le sida, puis voilà. Alors, de la même manière qu'il y a eu ce travail extraordinaire de collectionneur, parce que c'est un travail, une œuvre, il y a eu toutes les opérations de mécénat. Alors, elles sont très nombreuses, mais je voudrais qu'on s'arrête à une expérience qui a été très importante, qui était l'expérience du théâtre de l'Athénée. Et parce que je voulais aussi saluer le souvenir d'une femme formidable qui était Danielle Catan, qui était avec vous à cette époque. Et ce qui s'est passé avec le théâtre de l'Athénée, ce fut la mise au jour d'un nombre de talents considérables. Je pense à Bob Wilson, je pense à Peter Sheffer, il y a Marie Colin qui est dans cette salle ne me contredira pas.
il y a eu un moment là vraiment absolument miraculeux. Ces gens-là sont arrivés à Paris et ils y sont restés en quelque sorte ensuite parce que Bob Wilson est toujours là. Ce dont je suis le plus content, puisque vous parlez du théâtre de l'Athénée, et vous avez bien fait de citer Danielle Catan, qui était une amie qui me manque toujours, mais vraiment toujours, c'est d'avoir fait avec elle les lundis musicaux de l'Athénée, qui ont quand même ouvert avec Jessie Norman, excusez du peu, et terminé avec Christa Ludwig 10 ans après. Et dans ces lundis musicaux, tout le monde est venu chanter. Il serait plus simple de dire qui n'est pas venu, parce que tout le monde est venu, de Placido Domingo, enfin tout le monde. Ça, c'était un petit plaisir égoïste, parce que j'aimais bien, c'est un petit théâtre, pas tout petit, mais un petit théâtre, et j'aimais bien le lundi recevoir mes amis. En gros, c'est l'impression que j'avais. Et rien ne me touche plus que lorsque, évidemment moins en moins, mais ça existe encore, lorsque quelqu'un m'arrête ou me rencontre et me dit « Ah, les lundis musicaux de l'Athénée, c'est une chose que j'oublierai jamais, c'est ce qu'on attendait, c'est là qu'on a entendu les plus belles voix, etc. » De la même manière, j'associe à toute cette action l'amour que vous avez pour les lieux et pour la manière de les préserver. Je pense ainsi à la maison de Jean Cocteau à Milly, qui a été, par fidélité à Jean Cocteau, par fidélité à Édouard d'Hermite et à son fils, et par fidélité à l'idée du lieu et de l'œuvre, qui a été fantastiquement rénovée par vous et les gens que vous avez choisis. Je pense aussi à ce que vous voulez faire avec la maison de Zola à Médan. Je pense aussi à ce que vous voulez faire pour maintenir le souvenir de Dreyfus. Il y a là un désir d'installer des repères et de les partager ensuite. Je me trompe ? Non, mais on a besoin de repères. Puis on a besoin de réparer des injustices, en tout cas moi. Vous parlez de Médan et de Dreyfus. Oui, Médan parce que l'assistance publique qui était propriétaire de cette maison, tout d'un coup, a décidé que ça ne l'intéressait plus, c'était plus dans son objet social, comme on dit. Alors je ne sais pas pourquoi, je suis allé là, et j'ai repris cette maison. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun endroit Dreyfus, aucun en France. Et moi, je pense que, et c'est ce qui m'a fait, soyons précis, je ne suis pas un admirateur fanatique de Zola. J'aime bien Zola, mais pas plus. Mais je pense, comme Anatole France, que ce qui s'est passé avec cette affaire Dreyfus est un moment de la conscience humaine. Ça, je ne peux même pas vraiment y réfléchir ni en parler sans beaucoup d'émotion. Cet homme, qui était un écrivain au fait de la gloire, qui n'avait rien à demander à personne et à qui on ne demandait rien, tout d'un coup, parce qu'il a compris qu'il se passait une chose terrible, une injustice terrible, prend fait et cause pour Dreyfus. Ça lui a coûté la vie, parce qu'il a fini assassiné. Ça lui a coûté des années d'exil, ce qui est admirable. Et donc, Dreyfus, pour moi, est indissociable de Zola. Et il n'y a pas rien pour Dreyfus. Je me suis dit j'appelle ça un musée Dreyfus. Vous qui avez été ministre de la Culture, vous savez que ça n'est pas un musée, mais c'est un nom facile. Pour dire la vérité, c'est un centre de documentation. Parce que je pense qu'il faut, dans la maison de Medan, installer un centre de documentation. Donc c'est pas un musée, parce que je ne tiens pas à ce qu'il y ait des œuvres originales, mais les photocopies du J'accuse, et puis beaucoup de choses comme ça, et les immondes caricatures contre Zola qu'on n'imagine pas.
Et je voudrais en effet que cet endroit, ce centre de documentation, faux musée, serve à enseigner à des enfants, à des adolescents, vraiment qu'on leur parle de racisme, d'antisémitisme, et qu'ils comprennent ce que c'est ça, pour que jamais cette bête immonde ne ressurgisse. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on entend les discours prononcés par des gens qui prétendent occuper en France de trop hautes fonctions, on ne peut que s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle il est plus que jamais nécessaire de faire front, de se grouper et de mettre tout en œuvre pour défendre ses idées. Je t'ai déjà parlé de la lettre que ma mère m'a adressée lorsque j'avais 18 ans, alors que j'avais quitté La Rochelle pour venir à Paris. Je l'ai perdue, cette lettre, mais je ne l'ai pas oubliée. Après m'avoir donné des nouvelles diverses, ma mère ajoutait « Je veux maintenant te parler de ton homosexualité. Tu sais que rien ne me choque et que je souhaite avant tout que tu sois heureux. Mais tes fréquentations m'inquiètent. Et si tu étais homosexuel par snobisme ou par arrivisme, sache que je te désapprouverai. » C'est formidable. C'est une lettre extraordinaire. Vous pensez que c'était en quelle année? En 48? Oui, 48. Alors, il y a justement dans la manière dont vous avez dit les choses et dont vous les avez vécues et dans la manière dont vous avez défendu tout un ensemble de gens et de valeurs, il y a le fait que vous avez exactement observé ce que votre mère vous a dit de faire. Je n'y avais pas réfléchi. C'est peut-être la seule chose que j'ai écoutée de sa part. Peut-être. Oui. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que communautarisme non, activisme oui. Mais il ne faut pas confondre les choses. Activisme pour acquérir des libertés. Mais communautarisme non. Parce que quand on a acquis des libertés, je vois pas l'utilité de brandir ça. L'homosexualité n'est pas une unité de valeur, Frédéric. Il faut arrêter de croire ça. Mais me regardez pas comme ça. Non, je sais. Il faut arrêter de croire ça. Bon, beaucoup de gens le croient, pas moi. Mais il faut lutter pour des libertés, comme j'ai lutté pour le mariage gay, que je n'avais pas envie, maintenant la question ne se pose pas, de pratiquer. Mais au nom des libertés, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je milite, même si c'est mal compris, même si ce n'est pas compris, je milite et je militerai et pour la PMA et pour la GPA, au nom des libertés. Et est-ce que vous n'êtes pas frappé de voir que le pouvoir politique est toujours en retard sur ce que fait la société et par là même, sous prétexte de protéger ou de défendre, finalement laisse des dérapages qui n'existeraient pas si la liberté existait. Je pense à cette femme en Thaïlande qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux en tant que mère porteuse, et les parents en ont pris un et n'ont pas pris l'autre. Et ça, ce sont des dérapages horribles. Mais en revanche, tout ce que vous venez de dire, j'y souscris moi personnellement tout à fait en tant que citoyen. Est-ce que justement ce dérapage entre la politique telle qu'elle est pratiquée et la société n'est pas quelque chose qui vous hante? Oui et enfin, non. Qui vous questionne en tout cas. Oui, qui me questionne en tout cas, mais vous savez, j'ai toujours remarqué que la société allait plus vite que la politique. Ça. Beaucoup plus vite, et vous le savez très bien. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour des gens des écrivains, comme pour Gide. Il n'y a pas que Gide, il y a beaucoup d'autres
des gens qui ont défendu des valeurs, leurs valeurs, mais qui souvent sont les miennes. Et le pouvoir court après. Par exemple, vous venez de citer l'histoire fâcheuse de cette petite Thaïlandaise. Si le politique n'essayait pas de nous protéger, et surtout, on est assez grand pour se protéger tout seul, si le politique n'essayait pas de nous protéger, et s'il avait accepté la PMA, la GPA, tout ça serait réglé. Et les gens ne seraient pas obligés d'aller courir en Thaïlande ou nulle part. Et bien sûr, parce que quand je parle de GPA, je ne crois pas que le ventre des femmes soit alloué comme ça. Bien sûr, on me prête cette idée. Ça n'est pas la mienne. Mais je pense que ça doit exister sous un certain contrôle. En Angleterre, ça existe avec une commission de contrôle. Et donc, les dérapages ne sont plus possibles. Alors, parlons aussi d'une action qui a quand même eu un impact considérable et qui continue à avoir un impact considérable, qui est le SIDAction, sur lequel vous avez réussi, avec Lynn Renault, à fédérer tout un ensemble d'énergies, oui, telles que vous avez fait énormément progresser l'opinion publique. J'espère. Vous savez, Lynn Renault et moi, nous sommes dans la lutte contre le sida depuis 83, à peu près. Ça fait 31 ans. Mais c'est seulement il y a 20 ans, 94, que nous sommes réunis, ainsi que toutes les associations contre le sida, pour créer ce qu'on a appelé le SIDAction. Le premier SIDAction était formidable. D'abord parce qu'on a récolté, c'était en francs, mais ramené en euros, 40 millions d'euros. Pas rien. Le dernier, 4. C'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, parce qu'on avait frappé un grand coup, grâce, et je veux le dire, à Philippe Douste-Blazy, qui était ministre de la Justice, qui était ministre de la Santé, et qui a pu persuader les chaînes de télévision de se grouper, chaînes de télévision et radio. Donc on a pris des millions d'auditeurs et de téléspectateurs en otage. Il n'y avait pas 500 chaînes comme il y en a aujourd'hui. Donc les gens, ils pouvaient zapper ou pas, ils tombaient toujours sur le SIDAction. Ça, c'était formidable. Oui, on a fait avancer les mentalités. Mais depuis, vous savez, malheureusement, ça patine. Malheureusement, les gens croient qu'avec les trithérapies, tout est réglé. Les gens s'imaginent que un présentateur de télévision qui me reçoit, lors du dernier SIDAction, me dit « Ah, mais Pierre Berger, alors qu'est-ce que ça vous fait maintenant le sida qui est devenu une maladie qui n'existe presque plus et qu'on combat ?» Là, j'ai failli casser le micro. Voilà. Parce que le sida, on meurt du sida. Le sida est une maladie mortelle. Et si on parle du vaccin, on est très loin de le trouver. Pierre Berger, vous avez toujours été engagé à gauche, je dirais engagé à gauche sans dogmatisme. Moi, j'ai été ministre dans un gouvernement de droite. Vous m'avez gardé non seulement votre amitié, mais vous m'avez soutenu en de nombreuses occasions, ce qui prouve que vous étiez vraiment sans dogmatisme. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Et je me posais la question de savoir si, dans cet engagement de gauche, de toute votre vie, la dimension protestante de votre origine, la dimension homosexuelle de votre caractère et de votre personnalité ont joué un rôle. Et bien sûr, vous venez de citer deux choses, le protestantisme et l'homosexualité, qui sont deux minorités. Donc il est normal que, faisant partie de minorités, je défende les autres minorités et que je me sens proche de ces minorités. Je suis à gauche parce que je suis né à gauche, parce que ma famille était à gauche. Et aujourd'hui, alors on m'amuse beaucoup quand on me dit « Comment pouvez-vous continuer à être de gauche ?» faisant attention à l'argent que je suis supposé avoir. Mais vous savez, Frédéric, il y a un livre du grand écrivain portugais qui s'appelle Pessoa, que j'ai une grande admiration, qui s'appelle « Le banquier anarchiste ».
Et dans son livre, un jeune type demande à ce banquier, mais vous savez ce qu'on m'a dit? Il paraît que vous étiez anarchiste dans votre jeunesse. Et lui répond, qui vous dit que je ne le suis pas resté? Il faut méditer ça, parce que c'est exactement ce que je pourrais répondre aujourd'hui. L'activiste libertaire, pas si Voilà, loin c'est bien. de ce dont on vient de parler, est aujourd'hui un homme profondément engagé dans le monde de la presse. Avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, vous avez racheté Le Monde. Et l'Observateur. Sans doute, et l'Observateur. Bon, Le Monde, c'est certainement le navire amiral d'une certaine idée de la presse en France. Je dois dire que c'était très impressionnant de ce trio de personnalités. BNP. Oui, BNP, oui. C'était le nom d'une banque. Oui, c'est assez. Qu'est-ce qui vous a amené à franchir le pas? Oh, c'est pas difficile à franchir. Comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé la presse. À 14 ans, j'ai fait un journal autour de Gary Davis. J'en ai fait encore un autre qui s'appelait La Patrie mondiale. Elle fait 2 exemplaires. Qui a eu deux numéros. 2 numéros. Qui a eu 2 numéros. Oui, parce il y a qu'on eu plus n'avait pas d'exemplaires, mais 2 numéros. Oui, mais quel collaborateur. Oui. Donc c'était facile, parce que le monde était en grande difficulté. Et quand Mathieu m'a parlé qu'on allait possiblement ensemble acheter Le Monde, j'ai dit oui. Parce que Le Monde est un journal que je lis depuis sa création, avec lequel je suis pas toujours d'accord, parce que... Alors, j'y viens. Alors je vous laisse y aller, oui. Alors je continue. Alors, non, continuez. J'ai donc dit oui tout de suite. Tout de suite. C'était au cours d'un dîner, j'avais jamais rencontré Mathieu Pigasse. Et il me pose cette question, est-ce que vous venez à mes côtés? Et à l'époque, Xavier Niel n'était pas là. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai dit oui, parce que le monde, c'est un bien commun. Le monde, c'est un organe de presse comme il n'en existe pas d'autre en France. Est-ce qu'il y a une différence de génération entre Mathieu Pigasse, Xavier Niel et vous? Avec moi, il y a beaucoup de différences de génération, comme vous pouvez voir. Justement, j'en suis pas sûr. Il faudrait vous en convaincre. Mais avec Mathieu, non, ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge, Mathieu et Xavier. Alors, l'autre question qui est sous-jacente et que vous avez évoquée, c'est que quand on est le patron d'un grand journal comme celui-là, tellement important, et le Nouvel Observateur de surcroît, on n'est pas le patron des journalistes. Loin et c'est compliqué. Loin s'en faut. Alors, je sais qu'il y a des moments où vous en avez, disons le mot, même souffert. Et cependant, enfin, où ça vous a... Irrité. Irrité, oui. Irrité. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces journalistes, ils savent me rappeler à tout bout de champ qu'on a signé une charte. Oui. Voilà, on a signé une charte. Mais je ne vois pas pourquoi la France entière, le monde entier, aurait le droit de parler d'un journal, sauf les 3 qu'il possède. Oui. Excusez-moi, cette logique m'échappe. Donc, quand on me dit que j'ai signé une charte, ça veut dire quoi? Que j'ai dit que je n'interviendrai pas sur le contenu. Mais je n'interviens pas. Malheureusement, parce que quand vous dites qu'on est le patron, on n'est pas les patrons. Parce qu'un patron, il peut dire ce qu'il veut dire. Je sais ce que c'est que d'être un patron. Je l'ai été assez longtemps. Mais là, c'est une chose différente. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, bon an, mal an, je suis très content. Parfois, il y a un dérapage ici, à mes yeux. Parfois, un dérapage là. Eux prétendent que ça n'en est pas un. Ils ont probablement raison. Vous aviez eu un directeur de la rédaction d'une très grande valeur, qui était Éric Israelovitch. Oui, il est mort, malheureusement. Oui. À la tâche. À la tâche, oui. Et j'ai eu le sentiment que c'était un homme pour qui vous aviez une très grande estime. J'avais une très grande estime pour Éric. Je l'aimais beaucoup. Et sa mort m'a beaucoup affecté. Il est mort dans son bureau, au journal Le Monde, au travail. Puis après, on a nommé quelqu'un que j'aime beaucoup,
qui était une femme. Et je l'aimais aussi beaucoup pour ça, parce que moi, ça m'ennuie beaucoup la parité. Je sais que je vais choquer des gens là. Mais quand une femme est bien, elle est très bien. Voilà. Vous savez, puisque vous parlez de François Mitterrand, il m'a dit un jour, d'une manière générale, les hommes sont mieux que les femmes. Mais, quand c'est une femme bien, elle est beaucoup mieux que les hommes. Et c'est quand même une remarque de macho. Ah, mais j'ai pas prétendu qu'il n'était pas macho. Et lui non plus, j'imagine. Pierre Berger, nous arrivons à la fin de notre entretien. Hélas. Mais je voulais d'abord dire une chose. Je voudrais dédier cet entretien à quelqu'un qui compte pour vous et que j'ai pu croiser à de multiples reprises et qui vous a apporté par son travail, par son intelligence, par sa grâce beaucoup. Et je pense à Madison Cox que vous avez cité. Je pense que c'était moi. Je lui dédie cette conversation. Comme je sais que quelqu'un de chez vous est en train de la filmer, peut-être qu'il la verra et qu'il saura que moi j'ai pensé à lui, comme vous certainement. J'ai quelques citations qui vous touchent pour terminer cet entretien. Et j'aimerais que vous me disiez s'il y en a une que vous retenez plus particulièrement à la fin de notre conversation. Il y a une citation de Pline le Jeune. « J'ai perdu le témoin de ma vie, je crains désormais de vivre plus négligemment. » Il y a une citation de Verlaine. « Un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. » Et puis il y en a une autre qui est beaucoup moins mélancolique. « Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu. Ni je ne plains le passé, ni je ne crains l'avenir. » Et ça, c'est Montaigne. Je pense que ces trois citations sont trois citations qui vous accompagnent constamment, Pierre Berger. Merci Frédéric. Vous avez relevé ces citations dans ce livre que j'ai écrit, Lettres à Yves. Bien sûr, les trois. Je les fais miennes, je les retiens, je me les redis. Ces trois citations m'accompagnent tout le temps. Mais la première me touche beaucoup, celle de Pline. Mais vous ne vivez pas négligemment, Pierre Berger? Ça dépend ce qu'on appelle négligemment. J'aime pas les adverbes d'ailleurs, mais ça dépend ce que ça veut dire. Peut-être je vis plus négligemment. Vous savez, vivre avec quelqu'un qui avait l'œil d'Yves, l'exigence d'Yves, le jugement d'Yves, qui était extraordinaire, puis tout d'un coup, ne plus l'avoir, ne plus avoir de la moindre répercussion sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, c'est un peu difficile, mais bon. L'une de vos grandes amies, femme remarquable, a cité aussi un jour un poème de Walt Whitman. Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. « Si tu ne me trouves pas du premier coup, garde courage. Si je t'échappe à un endroit, cherche ailleurs. Je suis arrêté quelque part et n'attends que toi. » Merci Pierre Berger d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.